du candidat que vous recommandez à l'entreprise, et l'entreprise est plutôt encline à recruter quelqu'un que vous connaissez, puisqu'elle vous connaît, et a priori, vous allez plutôt présenter des gens de qualité. Et le process de cooptation qui avait été lancé à l'époque avait été accompagné d'une sorte de campagne de marketing social, comme savent très bien le faire ces organisations de grande consommation, dont le slogan était « Recruter des talents qui vous ressemblent ». Recruter des talents qui vous ressemblent. Donc on ne peut pas faire plus explicite sur aller chercher exactement le même que vous connaissez dans votre entourage. Voilà. Et on vous donnera une prime pour vous récompenser de ça. Donc par rapport à ça, et effectivement, statistiquement, on recrutait toujours à peu près les mêmes profils, même background, même expérience préalable, etc. Et donc du coup, j'ai souhaité changer en fait ce paradigme et introduire de la diversité en changeant le système de cooptation. Et donc, un beau jour, ça m'a pris un matin, et donc j'ai un peu cogité le truc, mais j'ai expliqué à l'organisation que je cassais le système de cooptation précédent. Et alors, pour vous donner les chiffres, à l'époque, la prime était de 300 € quand vous présentiez un candidat qui était retenu dans l'organisation. Et donc, j'ai expliqué à l'organisation qu'à partir de demain, le système serait modifié et que la prime passerait de 300 à 150 €. Donc là, évidemment, je n'ai pas été très populaire quand j'ai annoncé ça, mais j'ai apporté un bémol en disant le propos de l'entreprise n'est pas de gratter, entre guillemets, 150 €, de faire des économies sur la cooptation, mais d'inciter à la diversité, et les 150 € restants, les autres 150 €, seront versés à une association qui favorise la diversité. Donc quelque part de la pédagogie au travers d'un système préexistant, mais dont on modifie les règles. Et alors le claim, donc le slogan, qui était donc initialement recruter des talents qui vous ressemblent, en fait on l'avait détourné et entre guillemets amélioré pour aller vers de la diversité. Et on avait représenté une jeune femme qui était portée par un certain nombre d'hommes et de femmes, un peu comme si elle avait gagné la Coupe du Monde ou si elle avait été championne olympique. Et le thème c'était la diversité à portée de main. Bon, donc il y avait du second degré, mais donc les gens finalement compris. Et donc curieusement, on a commencé à voir des postulants à la cooptation venant d'univers complètement différents, avec des backgrounds complètement étonnants. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je vous expliquais qu'on recrutait beaucoup de commerciaux terrain. Pour ce faire, on organisait tous les mois, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de poste à pourvoir, une session de recrutement au cours de laquelle on convoquait une quinzaine de personnes, une quinzaine de candidats, 8 h du matin au siège de PepsiCo. Toute la matinée était consacrée à un assessment collectif. À midi, c'était la Starac, tu stoppes ou encore, tu rentres chez toi, tu restes. Et l'après-midi, entretien individuel avec les opérationnels et les équipes ressources humaines. À 17 h, c'était tu es pris, tu n'es pas pris. Donc le truc était très organisé, très efficace, très performant, donnait une très bonne image de l'entreprise en termes de professionnalisme et de réactivité sur le fait de savoir si le candidat est pris, plutôt que de s'entendre dire on vous rappellera, ou vous rappelez dans 6 mois. Et là aussi, statistiquement, je m'étais rendu compte qu'on recrutait toujours des Bac plus 4 écoles de commerce, à peu près les mêmes écoles, et puis quand j'interrogeais les opérationnels, je disais, mais c'est bizarre, vous avez retenu un candidat de l'ESG, et je lui disais, mais toi, tu as fait quelle école? J'ai fait l'ESG. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Par contre, telle autre école, vous ne l'avez pas retenu. Ah non, il n'était pas terrible en fait. En entretien, il n'a pas été bon. C'était un peu ça. Enfin, je caricature, mais à peine, parce que c'était quand même grosso modo ce truc-là. Et donc un jour pareil, un peu comme la cooptation, j'ai changé la règle du jeu et j'ai décidé unilatéralement, très clairement, que la session continuera à se profiler comme c'était bien, parce que c'était très bien organisé et très efficace, mais que le changement dans l'organisation de la session, c'était que le matin, c'est-à-dire pendant la session collective, les 15 candidats avaient interdiction formelle d'évoquer leur formation initiale. Premier point. Deuxième point, les CV qui traditionnellement étaient remis à l'ensemble des opérationnels en amont de la session n'étaient plus transmis. Il n'était transmis qu'en début d'après-midi, une fois qu'on avait fait le premier tri issu de la session collective. Et comme par hasard, on a vu sortir à midi des universitaires, des ingénieurs, des Bac plus 2, des autodidactes, des gens qui s'étaient révélés dans des mises en situation et qui avaient donc passé ce premier filtre. Alors évidemment, il fallait encore passer le deuxième, ce qui n'était pas toujours gagné, mais au moins ça facilitait déjà, et ça permettait de remarquer ou de détecter des gens vraiment hors du commun, ou des gens vraiment avec des qualités exceptionnelles qui pouvaient confirmer pendant les entretiens individuels.
Et donc là aussi, ça a changé en fait la démographie de l'organisation, puisqu'on a eu beaucoup plus de diversité dans les profils. Troisième exemple sur... alors ça c'est un thème qui me tient à cœur aussi, parce que quand on parle de diversité, alors d'abord, deux commentaires peut-être. Premier commentaire, ça n'est pas de la philanthropie dans les entreprises. Donc il y a un vrai intérêt business, il y a deux intérêts business. Premier intérêt business, c'est avoir dans l'organisation des gens qui s'adressent à ceux qui seront les consommateurs ou ceux qui sont les consommateurs. Donc comprendre les attentes, les besoins des consommateurs, puisque eux-mêmes, venant de ces univers, ayant le même profil que les consommateurs. Deuxième intérêt, c'est de faire travailler ensemble des gens qui ont des expériences différentes et qui vont amener des points de vue, des façons de faire, des bonnes pratiques issues d'autres domaines, d'autres business, d'autres types de formations, etc. Donc ça permet d'enrichir en fait et de générer effectivement de la créativité, de l'innovation, etc. Il y a un côté évidemment social ou sociétal qui évidemment est important, mais ce n'est pas la priorité en fait. Hein. C'est plus un corollaire en fait de la première partie qui est plus orientée business, et après ça se fait assez naturellement, donc il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et alors, mon deuxième commentaire, il porte sur le complément de la diversité qui pour moi est l'inclusion. C'est-à-dire que de la diversité sans inclusion dans l'organisation, ça ne sert à rien. Si vous allez chercher un profil qui a un profil complètement atypique par rapport au profil de l'organisation, mais que l'organisation n'est pas capable d'intégrer ce nouveau profil, ça ne marche pas, c'est comme une greffe, il y a un rejet assez rapide, souvent rapide, et ça ne marche pas. Donc il faut également travailler sur l'inclusion à l'intérieur de l'organisation, expliquer à quoi sert la diversité et comment on peut aider les nouveaux à monter à bord pour leur faciliter le travail et ensuite permettre que tout ça fonctionne. Pour vous donner juste un exemple, de la même façon, historiquement, quand je suis arrivé, il existait ce qu'on appelait, de façon un peu pompeuse, mais c'était du 3e degré, la PepsiCo University, qui était en fait un séminaire de 3 jours pour les nouveaux embauchés, et qui en fait regroupait l'ensemble des embauchés depuis 3, 4, 5, 6 mois, et qui donc avait des présentations sur la stratégie d'entreprise, les produits, les différents départements, le comité de direction, etc. Donc c'était une immersion en fait dans l'entreprise pour essayer de comprendre déjà et monter à bord. Et là, donc un jour j'ai décidé de changer également l'organisation. Plutôt que de mettre une douzaine ou une quinzaine de jeunes nouveaux ou récents, en fait, on a changé la règle du jeu et on a mis 60% ou 70% de jeunes embauchés, enfin de nouveaux embauchés, et 30% de personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion, pour tout un tas de raisons, de participer à ce type d'événement, mais qui pouvaient être là depuis 10, 15, 20 ans dans l'organisation. Et donc du coup, ça facilitait déjà la mixité en fait en termes d'anciens et de nouveaux. Ça permettait aux nouveaux de commencer à se constituer un réseau interne pour pouvoir après appeler Benjamin parce qu'on a passé 3 jours ensemble, c'était sympa, tiens j'ai une question à te poser, comment est-ce que je fais pour, etc. Et donc tout de suite créer du lien. Donc voilà un exemple d'inclusion. Un autre, alors je voulais faire un petit commentaire aussi sur le recrutement. On a eu un gros souci de recrutement, alors vous avez compris que c'était un vrai sujet avec une tendance au clonage ou à la reproduction des élites. Et donc là aussi, j'ai essayé de mettre en place une formation dédiée à l'ensemble des opérationnels recruteurs. En gros, 40 personnes qui faisaient du recrutement, ça pouvait aller du stagiaire jusqu'à un cadre confirmé, mais qui tous, justement, plus ou moins, avaient des biais dans le recrutement, on en a tous. Et l'idée, c'était en fait de faire de la prise de conscience sur le fait que nous avons tous des biais. Donc pour ça, en fait, j'ai fait intervenir un cabinet spécialisé sur le sujet de la diversité, au travers d'un thème que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, que sont les biais cognitifs. Hein, donc tout ce qui est inconsciemment généré lorsque vous recrutez quelqu'un. Pour vous donner un exemple, un biais cognitif, ça peut être par exemple, je suis recruteur, j'ai un a priori sur les personnes de couleur noire, je considère qu'elles sont par exemple lymphatiques, paresseuses, voilà, c'est mon a priori. Pendant le recrutement, je vais m'attacher à noter tous les détails qui vont conforter mon a priori. Et à la fin de l'entretien, je vais dire, il est un peu lymphatique, il est un peu paresseux, donc on ne va pas le prendre. Voilà. C'est ce type d'exemple. Donc là, ce type de formation permet de prendre conscience de ce type de biais, et donc d'être plus vigilant derrière. Ça ne solutionne pas tout, mais au moins, ça fait prendre conscience. Je vais vous donner un autre exemple sur le recrutement. Je me bagarrais régulièrement avec les patrons du marketing qui est forcément un département assez puissant dans une organisation comme PepsiCo,
et qui recrutait chaque année un certain nombre de stagiaires avec un cahier des charges incroyable. C'est-à-dire qu'il fallait telle école, tel stage en première année, dans telle entreprise, de telle durée, etc. etc. C'est-à-dire un profil extrêmement rare en fait sur le marché. Et puis à chaque fois que je voyais les gens du marketing, je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument des profils aussi sophistiqués et donc aussi rares et aussi difficiles à aller chercher, parce qu'on n'est pas tout seul à aller chercher évidemment. Et les patrons du marketing me répondaient invariablement, mais en fait, le stagiaire de PepsiCo d'aujourd'hui est le manager de demain. C'est un truc imparable. Truc imparable qui veut dire qu'il faut vraiment qu'on recrute les meilleurs, parce que si on recrute les meilleurs, ils vont grimper dans l'organisation, et c'est le futur CEO du groupe, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, moi, de façon invariable, je leur répondais, mais ce que vous avancez est totalement faux, puisque statistiquement, moins de 1% des stagiaires sont recrutés à la fin de leur stage. Donc ça ne tient pas une seconde. Donc vous êtes en train de mettre un cahier des charges tellement étroit, tellement pointu,